En décembre 2018, à Mazamet, dans le Tarn, David Garcia, surveillant de prison, tente d'étrangler ses 2 enfants pendant leur sommeil. Il s'arrête juste à temps. Il ne supportait pas que sa femme lui ait annoncé qu'elle le quittait, qu'elle brise ce qu'il avait mis tant d'années à construire, une famille. Explorons ensemble la cote B du dossier d'instruction de David Garcia. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 12 décembre 2018, vers 8h du matin, David Garcia, un père de famille de 37 ans, appelle les pompiers. J'ai voulu tuer mes enfants. Je les ai étranglés, mais je me suis arrêté à temps. Je me suis arrêté à temps. Venez vite. À l'arrivée des pompiers, David Garcia tente un nouveau geste fou. Il attrape son épouse et il commence à l'étrangler à son tour. Les pompiers parviennent à le maîtriser et il lâche. J'allais tous les tuer, tous. Six mois plus tard, Betty Dumoulin, experte psychologue, rencontre les protagonistes. David Garcia, sa femme, leur fille de 10 ans et leur fils de 7 ans. Alors, j'ai d'abord rencontré les enfants et leur mère. Le choc, il est double parce qu'il y a le choc de la peur de mourir, de ces tentatives d'étranglement qui ont été quand même très significatives. Et le fait que ce soit le papa qui ait commis ces actes. Donc les enfants sont bien sûr complètement déterminés à ne plus entendre parler de leur papa. Je me souviens que la gamine avait demandé tout de suite, très très vite, si elle avait demandé ça aux gendarmes, je crois, dans les auditions, si elle pouvait changer de nom, ne plus porter le nom de son père. S'agissant du petit garçon, il ne va pas vouloir évoquer les faits. Il va simplement me dire qu'il sait qu'il est là pour parler de son papa, en disant que son papa avait juste essayé de l'étrangler et que voilà, que c'était pas bien. Il n'en dira pas grand-chose et il va se réfugier derrière une amnésie, enfin une pseudo-amnésie bien sûr, en me disant qu'il ne se souvient plus, mais qu'il pourra dire que c'est vraiment pas bien ce qu'a fait son papa et qu'il se fiche de ne plus le voir. Ordonnance de mise en accusation de David Garcia. Le certificat médical concernant l'enfant de 7 ans permettait de mettre en évidence des troubles psychologiques de type anxiété. Il était également noté des pétéchies au niveau des yeux et des tympans et un hématome de la conque de l'oreille droite. À la fin de l'entretien, il me dit « c'est bizarre ». On a acheté 4 bols à la maison, alors qu'on n'est que 3, et maintenant on ne restera que 3, toujours 3. Et je ne veux pas que ma maman ait un autre fiancé. L'entretien s'était terminé comme ça, avec ce besoin, cet enfant, ce besoin de cocon, de créer un cocon avec sa maman et sa sœur, et qu'il n'y a plus de place pour un homme. L'homme, visiblement, est dangereux. Sa sœur, elle est un petit peu partagée, cette gamine, parce que bien sûr qu'elle en veut à son père et qu'elle ne veut plus le voir, qu'elle dit qu'elle ne veut plus le voir. Enfin, en tout cas, à ce temps d'examen-là, il est hors de question qu'elle voie son père. Alors à la fois, elle essaye de minimiser un peu les faits en disant « oui, j'ai eu un peu peur, un peu mal », et en même temps, quand je lui dis... je lui pose la question du fait que son père ait tenté de l'étrangler. Elle me reprend tout de suite et elle me dit « il n'a pas essayé, il m'a étranglé ». Ordonnance de mise en accusation de David Garcia.
La fille de David Garcia déclare qu'elle avait d'abord cru être comme dans un rêve, mais n'arrivant pas à s'éveiller, elle avait compris ce qui était en train de se passer. La fillette racontait « J'ai vu des lustres en or comme il y en avait dans les châteaux. Je pensais que j'étais au paradis. J'ai même vu Dieu avec un ange. Il y avait une fontaine. Je l'ai touchée. Je me suis réveillé. » Elle précisait que son père lui avait mis une main sur le cou et sur son nez. Il s'y était repris 3 ou 4 fois. Elle avait cherché à s'enfuir sans y parvenir, lui portant un coup de pied puis essayant de le mordre. Son père lui avait exhibé un couteau car elle avait refusé d'être étranglée. Je pense qu'elle a besoin, elle, effectivement, de mettre un petit peu à distance la gravité des faits et la terreur qu'elle a dû avoir, cette gamine, d'autant qu'elle a été quand même, c'est elle qui a arrêté son père qui était en train d'étrangler son petit frère. Donc voilà, elle a été très prise à partie. Elle s'est mise vraiment au devant de la scène dans cette commission des faits de son père. Ordonnance de mise en accusation de David Garcia. L'épouse de David Garcia déclarait qu'à 7h45, M. Garcia l'avait contacté. À son arrivée, elle avait découvert ses enfants pleurant. Sa fille lui avait dit que leur père essayait de les tuer. Concernant leur passé, elle relatait plusieurs épisodes de violence, de gifles, de mains posées autour du cou. Concernant ses enfants, s'il y avait eu des fessées, il n'y avait pas eu d'autres formes de violence. Je rencontre cette femme dans les jours qui ont suivi l'ouverture de l'information, donc à quelques semaines des faits. Maître Jean-Baptiste Allary, avocat de l'ex-femme de David Garcia. C'est une personne qui est profondément meurtrie, extrêmement affectée par ce qui s'est passé et qui est envahie par un sentiment de culpabilité assez important, puisque dans une réaction que l'on peut comprendre de la part d'une mère, elle se sent responsable de ce qui a pu se passer au préjudice de ses propres enfants, alors que manifestement elle n'y est absolument pour rien, mais c'est un sentiment qui est assez logique et que l'on rencontre très régulièrement d'ailleurs. Donc c'est vraiment une personne qui est en recherche d'explications et de comprendre ce qui s'est passé. Au début, dès qu'il a été incarcéré à Seyss, il a été placé en quartier isolement. Bon, pour éviter toute interaction, on va dire, avec potentiellement des collègues qu'il pouvait connaître, parce que les surveillants pénitentiaires, ils tournent, donc ils pouvaient tout à fait en retrouver. Code B40. Rapport d'expertise psychologique de Betty Dumoulin. Le vécu carcéral est décrit comme ayant été particulièrement difficile. En effet, il convient de noter que M. Garcia a exercé la profession de surveillant pénitentiaire. Il a commencé sa carrière en 2006 à la prison des Baumettes, où il est resté pendant 2 ans et demi, avant d'être muté en 2009 à Béziers. M. Garcia, après une première incarcération à la maison d'arrêt de Seyss, a rapidement été transféré au service de l'UHSA de l'hôpital Marchand à Toulouse. Il évoque le manque de nouvelles de ses enfants. Les envies suicidaires sont toujours présentes. Alors, bon, c'est un homme qui est de bonne corpulence, il mesure 1m76, il pèse 80 kg, il est un petit peu forci en maison d'arrêt. Bon, c'est peut-être lié aux médicaments aussi qu'il prenait. Bon, après, sa présentation est satisfaisante, que ce soit en termes d'hygiène ou de contact. Il peut me regarder en face, il esquive pas le regard et visiblement, il a un contact qui n'échappe pas au principe de la réalité. Il sait très bien où il est et pourquoi il est là. Bon, évidemment qu'au moment où je le vois, voilà, il est dans une culpabilité plus. Il évoque des regrets par rapport évidemment à ses actes. Code B40, rapport d'expertise psychologique de Betty Dumoulin. Monsieur Garcia est né le 14 janvier 1981 à Mazamet. Il indique qu'il a été essentiellement élevé par sa mère et par son oncle paternel, qui est son parrain. Ce dernier prenait le relais du père quand sa mère travaillait.
Il ajoute que son père n'était pas responsable par rapport à ses enfants. Un jour, j'étais enfant, je me suis sérieusement blessé au bras, cela saignait beaucoup, mon père était là, mais sa réaction a été de se barrer à vélo. Monsieur Garcia ajoute qu'il n'en veut pas à son père et considère que ce dernier a eu une enfance très difficile. C'est pour cela qu'il était alcoolique. De toute façon, mon père, c'était pas un chef de famille. David Garcia, ce qui marque son enfance, c'est pas en apparence une enfance qui paraît extrêmement malheureuse ou qui paraît déconstruite. Maître Emmanuel Franck, avocate de David Garcia. Et pourtant, il va y avoir l'image paternelle qui, en réalité, est inexistante. C'est-à-dire que David Garcia, mais c'est confirmé par tout l'entourage, par la maman, par le frère aîné, par les amis, par la famille, David Garcia va vivre avec un père qui, en réalité, est complètement absent, qui n'assume absolument pas son autorité paternelle et son rôle paternel, et des experts psychologues vont venir expliquer que finalement il y a peut-être rien de pire que d'être avec un père présent mais indifférent, et qu'il vaut parfois mieux ne pas avoir de père parce que le père est mort, plutôt que parce que le père est inexistant. Or, David Garcia, lui, va grandir et va vivre avec un père qui se délaisse complètement de ses enfants, ne s'intéresse absolument pas à eux, est décrit comme étant complètement immature. La maman de David Garcia pourra dire, en réalité, à la maison, je n'avais pas 2 enfants, j'en avais 3, parce que mon mari était un enfant qui avait les caractéristiques de l'enfant, c'est-à-dire l'immaturité, l'égocentrisme. Il était complètement autocentré, il ne pensait qu'à lui et était complètement indifférent à ses enfants. Et on va comprendre cela dans ce que va dire David Garcia lorsqu'il va dire « Moi, je voulais être un père à l'opposé de ce qu'avait été le mien, et je voulais être un bon père, et je voulais être un père qui s'investit, qui s'occupe de ses enfants. » Et la famille, à partir de là, et ses enfants vont jouer un rôle déterminant dans la vie de David Garcia, qui pourra dire, en parlant de sa femme, que quand ils se sont rencontrés, elle était extrêmement amoureuse de lui, mais lui, pas du tout. Et il dira cette phrase qui a beaucoup de sens à l'enquêtrice de personnalité. Il lui dira « Cette compagne est devenue la femme de ma vie quand elle a mis au monde ma fille. » C'est-à-dire qu'on avait un schéma complètement inverse. Alors que normalement, une femme doit être la femme de votre vie, et c'est parce que c'est la femme de votre vie que vous avez envie d'avoir des enfants avec elle. Eh bien, lui a fait les choses psychologiquement complètement à l'inverse. C'était une femme qui lui plaisait et dont il avait un attachement, mais certainement pas amoureux, et c'est à partir du moment où elle devient mère de ses enfants que ça devient la femme de sa vie. Et on retrouve dans son discours, tout au long de la procédure, et c'est complètement inconscient, exactement cet écho-là, c'est-à-dire qu'il va en permanence dire « mais à partir du moment où ça a été la mère de mes enfants, c'était la femme de ma vie, et c'était à la vie, à la mort ». Voilà ce qu'il va dire. Et ça permettra à des psychologues et des psychiatres de venir expliquer que David Garcia n'était pas amoureux de sa femme, mais il était amoureux de sa famille. Il va être celui sur lequel on va pouvoir compter, celui qu'on va aimer et dont on va être fier et dont on aura besoin tout le temps et qu'on ne pourra jamais laisser, parce que c'est lui qui va porter tout ça. Ça va être le pilier de la famille. C'est ce qu'il veut, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite être totalement à l'opposé de son père. Et donc il est indiscutable qu'il a été un très bon père. Il a été un très bon père pour ses enfants, mais certainement aussi un peu pour lui-même, pour réparer quelque chose chez lui. Code B24. Enquête de personnalité réalisée par Géraldine Rochefort. À l'âge de 19 ans, David Garcia se met en couple avec sa victime de 2 ans sa cadette. Il ne s'est pas investi dans le couple, percevant cette idylle comme passagère. Moi, j'avais encore envie de croquer la vie à pleines dents, de voir mes copains. Je ne l'aimais pas. J'avais envie de vivre ma jeunesse et voyais cette relation comme un frein. Je lui disais de me quitter, mais moi-même, je n'arrivais pas à le faire, car elle avait des soucis. Elle était très jalouse et exclusive, et notre relation commençait mal. Je ne me projetais pas avec elle. En première intention, au début de cette relation, c'était surtout madame qui était fort amoureuse de monsieur.
et on verra au fur et à mesure de leur vie de couple que les choses vont s'inverser. Bon, donc il va donc finalement construire sa vie avec cette dame et ils vont avoir donc 2 enfants. C'est un couple assez classique parce que l'on sent chez David Garcia la volonté d'être dans un certain conformisme, c'est-à-dire de remplir les cases. Donc c'est un couple qui va se marier, c'est un couple qui va faire des enfants, qui va faire construire une maison, habiter un petit pavillon résidentiel, une maison dans laquelle il y a tout ce qu'il doit y avoir. On a le sentiment que toutes les cases sont remplies. Il y a la femme, il y a les enfants, il y a la maison, il y a la voiture, il y a le travail que l'on va bien investir, où on va essayer de briller également dans le travail. Alors c'est un travail qui peut paraître un peu ingrat, qui d'un point de vue social n'est pas forcément très flamboyant, mais avec derrière la volonté d'un David Garcia aussi de remplir les cases, de gagner de l'argent, d'effectuer un nombre incalculable d'heures supplémentaires, de faire des réunions au niveau du service pénitentiaire pour améliorer les relations entre les détenus et les surveillants. Il y a cette volonté, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu, de remplir en permanence des cases assez conformistes. Code B45. Expertise psychologique de Betty Dumoulin. Selon M. Garcia, les prémices de la rupture conjugale proviennent du changement d'activité professionnelle de madame. Après un licenciement, elle sort major d'une formation financière et décroche un nouvel emploi. Monsieur Garcia dit qu'il a commencé à avoir peur de la perdre. Il dit qu'il y avait un déséquilibre entre leurs métiers. On a le sentiment que chez David Garcia, ça rompt un certain équilibre et une certaine vision de la famille complètement archaïque qu'il a, c'est-à-dire je ne suis plus le patriarche, et il va d'ailleurs avoir le sentiment permanent, c'est peut-être vrai ou c'est peut-être que dans sa tête, que sa femme est désormais méprisante à son égard. Il va dire mais j'étais plus assez bien pour elle, je voyais bien qu'elle me méprisait, que j'étais qu'un petit surveillant pénitentiaire de merde. Alors, est-ce que ce sont des propos que cette femme a tenus ou est-ce que c'est lui qui les a construits dans sa tête? L'histoire ne le dit pas, mais ça ne m'étonnerait pas que ça ne soit que dans sa tête. Parce que cette vision complètement archaïque et patriarcale de la famille qui était la sienne était en train de s'effondrer dans les mois qui précèdent le drame, parce qu'effectivement elle prenait de l'autonomie et elle avait accédé à un travail qui était d'ailleurs extrêmement valorisant sur le plan économique et social. Et donc ça a commencé à créer chez David Garcia déjà une première blessure narcissique et une première faille. Et c'est là qu'il me dit qu'il a commencé à avoir peur de la perdre. Betty Dumoulin, experte psychologue. Parce qu'il a senti un déséquilibre entre son travail et celui de madame. Son travail qui lui est un travail où il est toujours dans le même, avec des hommes, toujours au même endroit. Et le travail de madame qui fait que, elle rencontre plein de personnes différentes au quotidien. C'est un milieu qui est aussi bien masculin que féminin, donc elle rencontre d'autres hommes. Il commence à devenir jaloux parce qu'il me dit, elle était toujours là en train de réseauter, le réseau, elle sortait le soir, elle était toujours au téléphone, on ne pouvait plus parler, elle était toujours occupée, donc ça commence à l'agacer. Il considère que à ce moment-là, son épouse, que s'agissant de ses priorités, il considère que sa priorité, ce n'est plus sa famille, mais son travail. Et pendant ce temps, lui, il dit, et moi, je continuais à me saigner comme un fou je faisais des heures supplémentaires, je travaillais aussi la nuit, pour être présent pour les enfants, pour m'occuper des enfants pendant la journée, parce que son épouse était moins présente. Et que finalement, il me dit, mais moi je me suis retrouvée à gérer l'essentiel du quotidien des gamins. Alors, autant Monsieur Garcia est conscient qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a un déséquilibre, autant il est dans un déni complet de l'hypothèse que ce couple puisse se séparer. Ça, c'est pas possible, il n'en parle pas, il dit ça va pas, il critique sa femme, elle fait ci, elle fait ça, elle fait pas ça. Mais pour lui, il n'y a pas de... Le fait qu'il puisse y avoir une séparation ne peut pas venir à son esprit, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable.
Et quand cette femme va ensuite, peut-être parce qu'elle l'a connue à l'âge de 17 ans et que, arrivée à un certain âge, elle a aussi envie peut-être de découvrir la vie et que malheureusement c'est la vie tout simplement, eh bien, et qu'elle va décider de se séparer de lui, la faille narcissique va s'agrandir et les choses vont lui devenir insupportables. Il va s'imaginer qu'un autre homme est dans sa vie, il va s'imaginer que cet homme est mieux que lui, que cet homme mieux que lui va s'occuper de ses enfants, qu'il va perdre ses enfants, ne plus être un père, ne plus être un mari, et à partir de là, cet homme qui ne s'est construit que sur cette base-là, que sur je suis un bon père, je suis un bon mari, j'ai une famille, va complètement s'effondrer d'un point de vue psychologique, et ça va lui devenir insupportable d'imaginer que ce petit monde, c'est-à-dire ses enfants et sa femme, c'est-à-dire son monde, peut continuer à tourner sans lui. Son monde s'écroule et il me dit, mais moi ma vie c'était ma famille. Pour moi, on était unis pour toujours. Plus le temps passait, plus je l'aimais. Monsieur Garcia, c'est pas de ces gens que l'on quitte. C'est des gens que eux, s'ils le souhaitent, quittent, mais ils se laissent pas faire autrement. Maître Jean-Baptiste Allary, avocat de l'ex-femme de David Garcia. Il a un fonctionnement extrêmement patriarcal. Et ce fonctionnement patriarcal, basé sur un prétendu code d'honneur, sur la famille, sur ma femme. C'est pas Madame Untel, non, c'est ma femme, mes enfants. Et lorsqu'elle lui dit que elle le quitte et que cette cellule familiale-là qui lui est si chère va exploser, il a beaucoup de mal à le supporter parce que ce sont toutes ces valeurs qui sont emportées avec ce départ-là. Et je pense qu'il est en perdition complète pendant toute la nuit et qu'il fourmente dans sa tête une espèce de scénario quasi chevaleresque, théâtral au possible, qui consistera à dire ce sera soit la famille, soit le néant. Ordonnance de mise en accusation de David Garcia. Monsieur Garcia a indiqué s'être attaqué à la fille aînée vers 7h30 du matin. Il avait serré son cou et l'avait laissée pour morte. Ensuite, il avait étranglé son fils. Selon lui, ses enfants étaient nés sous une bonne étoile. Il ne sait pas pourquoi il a stoppé ces étranglements. Sur ces actes, David Garcia n'avait pour autre explication que le fait qu'il s'opposait à l'idée d'une rupture avec sa femme et que quelqu'un d'autre puisse élever ses enfants. Toute la nuit, il dort extrêmement peu, voire pas du tout. Il est totalement envahi par la perte de cette famille-là, la souffrance que ça génère, la paranoïa, son côté un peu mal dominant, et ça lui est totalement insupportable. Et c'est dans ce contexte-là qu'il écrira une lettre dans la nuit des faits, où il explique, de toute façon, c'est la famille à la vie, à la mort. Cette famille, elle ne vivra pas sans moi, et elle ne vivra pas tout court, et personne ne vivra dans cette famille. Et c'est pour ça qu'il fomente le plan de tuer ses enfants, de tuer sa femme, et derrière de se tuer. C'est tous ensemble, ou alors plus personne. Lettre manuscrite de David Garcia, retrouvée sur la table de sa cuisine, le 12 décembre 2018, à Mazamet, 1h40. Cette lettre pour l'honneur de mes enfants, mon honneur. Jamais je n'aurais pensé pouvoir commettre de tels actes. Il était de mon devoir de laver cet honneur bafoué par cette relation extra-conjugale. Ma compagne a exécuté cela en son âme et conscience. Pour cela, elle doit répondre de ses actes et assumer ses conséquences. David Garcia. Son côté narcissique est tellement violenté par la séparation annoncée qu'il n'arrive plus à réfléchir ainsi en réalité. Et il a essayé de les tuer, et c'est certainement pas par amour, mais par fierté. Arriver à un geste aussi fou sur un individu qui est tout sauf fou, hein, parce que l'acte est monstrueux, mais monsieur n'est pas un monstre, hein, c'est que il n'a pas d'autre solution, il n'a pas d'autre option. Son appareil psychique et tous ces débordements de narcissisme défaillant
il n'arrive pas à les réguler, il n'arrive pas à les gérer. Il n'est pas pensable que sa femme puisse aimer quelqu'un d'autre. C'est insupportable que l'autre puisse être heureux ailleurs que sans moi. Et donc, il faut que ça disparaisse tout ça. Il faut que tout ça disparaisse. Plusieurs milliers de gilets jaunes mobilisés hier. Pour le 28e samedi consécutif, les gilets jaunes sont descendus dans les rues. Le périmètre du centre-ville était d'ailleurs bouclé, des dizaines de camions de CRS, des commerces barricadés. Au moment des faits, il y a un événement sociétal qui n'est pas anodin. Nous sommes en plein début de la manifestation des Gilets jaunes. Et M. Garcia est très partie prenante et il est vraiment... il organise, il est très présent sur le rond-point de je ne sais où, enfin voilà, et il est hyper excité avec ces manifestations qu'il organise, qu'il gère, il est très excité, mais vraiment. Donc il est quand même, au moment des faits, on a quand même pas mal d'ingrédients qui vont être des facilitateurs aussi du passage à l'acte. Côte B47, expertise psychologique de Betty Dumoulin. David Garcia dit « C'était vers 7 heures du matin. J'avais pas dormi de la nuit car j'étais certain que ma femme me trompait avec un Rémi. Je me suis dit que ma vie était un échec. Ma fille dormait. J'ai serré son cou. Puis je l'ai relâché. J'étais en larmes. Je suis allé dans la chambre de son frère et lui aussi je l'ai étranglé. J'ai appelé ma femme qui dormait chez sa mère. Je lui ai dit de venir, que la petite pleurait. Quand elle est arrivée, je lui ai demandé si elle me trompait avec un Rémi. Elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas de Rémi et qu'elle ne me trompait pas. J'étais furieux. J'ai pris un couteau et je lui ai dit de venir voir les enfants qui pleuraient. Que tout ça, c'était sa faute. David Garcia raconte qu'il a lui-même appelé les pompiers. Et à leur arrivée, M. Garcia a attrapé sa compagne en lui mettant les bras autour de son cou pour la saisir par le col et pour lui montrer jusqu'où leur couple était arrivé. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de la tuer puisque les pompiers étaient présents dans la maison. Ce monsieur, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait une vulnérabilité plus à l'angoisse de séparation. Et il y avait cette vulnérabilité parce qu'il y avait une précarité narcissique. Ce narcissisme est mal construit. Alors, pourquoi il est mal construit? Bon, après, on ne peut pas non plus faire des raccourcis en disant « ben oui, parce que son père, il n'a pas été très présent. » Donc, bon, je pense qu'on se construit aussi seul. La personnalité, on la construit aussi avec ce que l'on est, on ne se construit pas que parce qu'on a une enfance qui est comme ci ou comme ça. Hein. On a aussi notre libre arbitre dans nos choix et dans ce qu'on peut faire de notre parcours de vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'être valorisé, c'est quelqu'un qui a peur d'être désaimé. Donc tout ça, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Alors il n'a pas confiance en lui parce que je me souviens que lors de l'entretien, il m'avait dit, à un moment en parlant de son père, que quand même son père était fier qu'il soit surveillant pénitentiaire. Donc il a probablement été en quête d'une reconnaissance paternelle, peut-être toute sa vie. Peut-être que cette reconnaissance, le fait d'avoir fondé cette famille et d'avoir fait tellement mieux que son papa qui est en vie quand même, au moment où tout ça se passe. Voilà, c'était pour lui sa fierté. Boum, tout ça, ça vole en éclats. Donc c'est là que ce narcissisme qui était déjà très précaire et fragile, ça s'effondre parce que, eh ben non, c'est un échec. Sa vie familiale et machin est un échec parce que sa femme le quitte. Parce qu'il n'est pas assez bien, parce qu'elle a trouvé mieux, ou parce que sais-je. Voilà. Donc tout ça, c'est du domaine de
de l'impensable pour Monsieur Garcia. C'est pas tolérable, c'est vraiment pas tolérable. 3 ans après les tentatives d'étranglement sur sa compagne et ses 2 enfants, David Garcia est jugé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne. Et dans le box, son comportement n'aide pas vraiment ses avocats. Il est encore à dire j'ai été un bon père, alors bien sûr que c'est le cas. Maître Emmanuelle Franck, avocate de David Garcia. Mais c'est vrai que ça fait grincer quand on sait ce qui s'est passé ensuite et il ne veut pas qu'on lui enlève. Alors c'est agaçant et parfois c'en est touchant parce qu'on est face à quelqu'un qui veut encore se raccrocher à ce qu'il a fait de bien dans la vie. Quelque part, il a raison aussi, on peut pas lui enlever. Tout n'est pas mauvais chez David Garcia et en fait, rien n'est mauvais à part ce qu'il a fait. Mais il est en permanence au procès à vouloir se rattacher à ça et je lui ai payé des quantités de chaussures et de sacs à main et mes enfants je les amenais à l'école et il est dans la revendication de ce bon père qu'il a été et il a raison quelque part mais en même temps on peut pas s'empêcher de lui opposer oui d'accord monsieur vous avez été un bon père mais enfin à un moment donné quand vous étranglez vos gamins là vous arrêtez d'être un bon père et ça il ne peut pas l'entendre de la même manière qu'il ne supportait pas que puisse être évoquée la faille narcissique qui est la sienne. Il explique qu'il n'est pas narcissique, il va au procès nous faire toute l'étymologie du mot narcissique avec le personnage de Narcisse, il va nous en faire toute une leçon pour nous dire que non, il n'est pas narcissique, alors qu'il est évident que ces faits ne peuvent s'expliquer que par une blessure narcissique immense au moment où sa femme décide de partir. Quand vous imaginez que vos enfants n'ont pas le droit de vie s'ils ne sont pas H24 avec vous, c'est que vous êtes éminemment narcissique, évidemment. Alors vous êtes narcissique parce qu'en fait il y a une faille narcissique, pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais, mais c'est évident qu'on est sur ce registre-là. Et ce sont des choses que même au procès il n'a pas encore intégrées. Et donc ça lui fait avoir au procès un comportement qui est éminemment agaçant pour tout le monde, y compris pour ses avocats parfois. J'ai le souvenir d'un homme qui a eu beaucoup de mal à faire son introspection. J'ai le souvenir d'un homme qui conservait, et c'est ce qui lui a pu nous inquiéter énormément, qui conservait une rancœur tenace à l'encontre de son ex-compagne. Et pour la petite anecdote, teneur dont j'ai fait les frais, puisque j'ai souvenir d'un moment d'audience où, après lui avoir posé une question, il avait planté un regard glacial et extrêmement agressif dans mes yeux, à ce point même que c'est l'huissier audiencier qui lui a dit « Monsieur, mais arrêtez de regarder l'avocat de la sorte », il me fusillait du regard, et que le procureur aussi alerté de se rendre compte, et puis « Monsieur, mais vous arrêtez tout de suite ». Et effectivement, il avait ce côté omnipotent. Et on sentait qu'il y avait encore que tout n'était pas digéré. Et il va falloir que pendant le temps de sa détention, et puis le suivi psychologique dont j'espère il fait l'objet aujourd'hui, que cet homme comprenne que madame n'a rien fait de bien particulier, autrement que de mettre fin à une relation qui s'était épuisée avec le nombre des années. Tout simplement, que c'était son droit le plus strict et il faut qu'il arrive à admettre ça. Il était indiscutable que le chemin psychologique de cet homme n'était pas abouti au moment de son procès et donc il aurait été ridicule que ses propres avocats feignent de l'ignorer. Et je me souviens de prises de bec assez importantes avec lui où j'ai essayé de lui expliquer que cette femme, c'était juste une femme et qui avait évolué dans sa vie et qui à un moment donné, comme ça arrive à des milliers de gens, avait considéré que sa vie n'était plus auprès de son mari et que c'était tout simplement la vie, que c'était la faute de personne et que rien n'aurait empêché qu'il accepte le divorce et qu'il voit ses enfants peut-être la moitié du temps. Et je lui ai expliqué qu'il y avait d'autres possibilités, qu'heureusement toutes les personnes qui se faisaient larguer par leur femme ou leur mari n'en arrivaient pas à faire ce qu'il avait fait. Faites entrer l'accusé. Le comportement qu'il a à l'audience est finalement rassurant.
dans le sens où c'est le comportement d'un homme qui peut pas se confronter aux actes qu'il a commis parce qu'inconsciemment il sait très bien que c'est abominable et qui préfère être dans l'évitement et dans le déni. Alors c'est à la fois rassurant parce que ça veut dire que c'est un homme qui a intégré les valeurs qui sont les nôtres et c'est à la fois un peu inquiétant dans le sens où on sent et on dit, et je l'ai dit, que à l'évidence le travail psychologique n'était pas terminé. David Garcia est condamné à 20 ans de prison. En mars 2019, 3 mois après que son père ait tenté de l'étrangler, la fille aînée de David Garcia avait dit à l'experte psychologue « Maintenant, je veux plus revoir mon père. Peut-être plus tard, quand je serai plus grande.